bienvenue sur Monaco Info. Comme tous les vendredis, nous recevrons en fin de journal l'invité du week-end. Nous serons aux côtés du tout nouveau conseiller de gouvernement ministre des Relations extérieures et de la coopération. Mais avant, voici les titres de votre journal. En ouverture de cette édition, nous partirons à Strasbourg au Conseil de l'Europe pour la conférence européenne des présidents des parlements. Retour en principauté pour parler d'un ciné-concert de l'Opéra de Monte-Carlo en partenariat avec l'Institut audiovisuel de Monaco. Nous irons faire un tour du côté du concours international de piano à 4 mains du Lions Club. Et pour terminer, nous découvrirons une représentation signée des ballets de Monte-Carlo. Nous ouvrons cette édition en nous rendant à Strasbourg où avait lieu la conférence européenne des présidents des parlements des 47 États membres du Conseil de l'Europe qui fêtait ses 70 ans d'existence. Christine Datomel était sur place. Organisée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, près de 60 présidents et 300 délégués ont assisté à ce sommet parlementaire européen à Strasbourg. Accompagné d'une délégation monégasque, le président du Conseil national, Stéphane Valéry, a participé au débat, des débats qui traitaient de grands sujets d'actualité tels que l'avenir de la maison commune européenne ou encore la contribution des parlements au sein du programme 2030 de l'ONU, dont notamment la mise en œuvre de ses objectifs de développement durable. Je suis très heureux d'être revenu ici à Strasbourg au Conseil de l'Europe. Ça me rappelle un souvenir émouvant pour moi. C'était il y a 15 ans à peu près jour pour jour. Monaco devenait le 46e État membre du Conseil de l'Europe. Et j'ai eu le privilège de vivre à l'époque cette journée aux côtés du prince Albert. Le Conseil de l'Europe, il faut le dire, ce n'est pas l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe, c'est une institution humaniste qui, partout en Europe, met en avant les droits de l'homme et la démocratie, alors que l'Union européenne est une organisation économique et réglementaire. Ce sont deux choses bien différentes. Ici, à Strasbourg, au Conseil de l'Europe, nous avons une délégation très active qui est présidée par José Badia, qui est épaulée par Brigitte Boccon-Pagès, la vice-présidente de notre Assemblée, par Béatrice Fresco-Rolfo. J'étais aujourd'hui très heureux d'avoir l'occasion de prendre la parole devant l'ensemble des présidents des parlements d'Europe. Je leur ai rappelé l'importance des petits États. En Europe, nous contribuons à la richesse culturelle européenne par nos diversités. Vous savez que nous sommes très proches les uns des autres depuis maintenant 2006, où j'ai lancé la première conférence des présidents des parlements des petits États d'Europe. Nous défendons ensemble, dans les organismes interparlementaires, nos intérêts et nos spécificités. Mais l'intérêt de ces réunions, ce sont aussi toutes les réunions informelles, bilatérales, qui se déroulent en dehors de ces discours officiels. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec de très nombreux présidents de parlements européens, mes homologues, le président du Sénat français, bien sûr de nombreux présidents aussi de parlements de petits États, et puis la présidente du Parlement suisse, car c'était important d'échanger nos expériences dans nos discussions en cours actuellement avec l'Union européenne. Je crois qu'on sort tous renforcés de cet échange pour justement poursuivre dans les prochains mois ces discussions. Une conférence qui a donc été l'occasion pour le président du Conseil national de rencontrer ses homologues et les présidents des 8 autres petits États d'Europe et de s'entretenir avec quelques-uns d'entre eux, comme avec le président de Chypre, Dimitris Silouris. Oui, c'est un plaisir pour moi de rencontrer ici Stéphane Valéry, que j'ai connu à Monaco et que je rencontrerai de nouveau au mois de novembre lors de la conférence des présidents de parlement des petits États d'Europe. Tout le monde sait que c'est Stéphane Valéry qui était à l'initiative de ce rendez-vous, qu'il a mis en place en 2006. Et je trouve que cette initiative est très judicieuse car c'est grâce à ces rencontres que nous pouvons nous retrouver, échanger entre nous et présenter les spécificités de nos États, parler également de l'attractivité, du modèle économique et social respectif de chacun. C'est ainsi l'occasion de développer des liens de solidarité et d'avancer dans une direction commune. Vous l'aurez donc compris, nous retrouverons très prochainement le président chypriote lors de la 13e conférence des présidents de parlement des petits États d'Europe qui se tiendra d'ici quelques semaines à Chypre. Une conférence qui permettra une fois encore de renforcer les contacts parlementaires afin de mieux faire valoir les intérêts et les spécificités de chaque petit État, comme ici notamment au Conseil de l'Europe.
Retour en principauté pour parler d'une interprétation musicale de l'Opéra de Monte-Carlo sur les plus beaux films du cinéma muet en partenariat avec l'Institut audiovisuel de Monaco. Je vous propose d'écouter à ce sujet Vincent Vatrican. Il est au micro de José Sacré. Pour les cinéphiles et les curieux que vous êtes, amateurs de cinéma, l'Institut audiovisuel de Monaco et l'Opéra de Monte-Carlo présenteront le dimanche 3 novembre à 11h du matin un chef-d'œuvre de Fritz Lang, Les Nibelungen, film muet en noir et blanc de 1924, film qui sera accompagné d'une musique improvisée en direct par le pianiste Jean-François Zigel. Ce film est sans doute la plus grosse production du studio allemand UFA pour l'époque. Plus de 30 semaines de tournage, des milliers de figurants, c'est presque un péplum si j'ose dire, à part évidemment qu'il se fonde sur la légende des Nibelungen. Donc la production a quasiment donné carte blanche à Fritz Lang et sa scénariste Thea von Harbou pour développer l'intrigue en quatre univers différents et sur les modalités de tournage, d'inspiration et d'esthétique, il a pu vraiment faire ce qu'il souhaitait. Peu de gens ont vu ce film. D'abord, par sa longueur, il n'est pas souvent proposé aux télé, voire jamais. Et puis, surtout, l'accompagnement sera en direct par Jean-François Zigel. C'était l'idée de Jean-Louis Grinda et Jean-François Zigel de proposer et de relever ce défi, de proposer ce film imposant, qui a un souffle épique incomparable et qui, il faut le rappeler, bénéficiait à l'époque d'une partition musicale composée expressément pour orchestre par Gottfried Huppertz, qui lui-même écrira la partition plus tard musicale de Metropolis. Mais de donner carte blanche à Zigel et au génie improvisateur de Zigel, de s'accaparer ce film avec cette palette de nuances si différentes pour essayer d'emporter le film à lui tout seul, si j'ose dire. Donc on s'est associé à cette idée qui nous a paru vraiment intéressante et totalement inédite, et qui plus est, comme vous le disiez, de jouer l'intégralité du film en une journée. Les Nibelungen de Fritz Lang au programme du ciné-concert du dimanche 3 novembre à la salle Garnier avec Jean-François Zigel au piano, première partie du film à 11h du matin, deuxième partie à 15h à ne pas rater. Oui, ça sera certainement magistral, d'autant que ce sera la version finale voulue par Fritz Lang et restaurée. Le Lions Club de Monaco organise ce samedi un dîner de gala de la 7e édition du concours international de piano à 4 mains à l'hôtel Hermitage. Mais avant cela, aujourd'hui avaient lieu les premières sélections. Un reportage de Fabien Bonilla. Ils sont 16, ou plutôt 8 duos, puisque c'est le concept de cette compétition, le 7e concours international de piano à 4 mains. La première partie de ce concours vient de se dérouler dans l'auditorium de l'Académie Régnier 3. 8 duos, ils ont une vingtaine d'années et viennent d'Allemagne, de Russie, de France, du Japon, d'Ukraine ou encore par exemple de Chine. Le niveau de ce concours est maintenant à un tel niveau que ça nous fait presque peur. On a commencé ça en 2013. Avec une ambition modeste de faire quelque chose de différent, puisqu'il n'existait pas, de par le monde, de concours de piano à 4 mains. D'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de pièces écrites pour ce genre de prestations. Donc nous avons commencé modestement avec l'aide précieuse de l'Académie de musique, parce que sans elle, évidemment, on ne pourrait rien faire. Cette compétition prend de l'ampleur et élève son niveau d'année en année. Bien jouer du piano tout seul, c'est déjà complexe, ça l'est encore davantage lorsque l'on est deux. Et la grande difficulté, c'est de partager le même instrument. Et notamment, il y a la pédale. Il y a forcément, c'est un des deux qui met la pédale. Et c'est très difficile de mettre la pédale pour quelqu'un d'autre, par exemple. Ça, pour moi, c'est la plus grande difficulté. Et puis, évidemment, les choses d'espace et de chevauchement, bien sûr.
Mais c'est cette notion qui est assez rare. Si on fait du deux pianos, on n'a pas le problème. C'est vraiment très rare de partager le même instrument à deux. Et il y a très très peu dans le monde de concours au piano 4 mains, par exemple. Donc c'est une idée magnifique à Monaco de faire ce concours qui est d'un niveau, on a pu le voir, niveau vraiment magnifique. Ce concours est organisé par le Lions Club de Monaco en collaboration avec l'Académie de musique Régnier III et la Banque Edmond Rothschild. Une fois la sélection établie, de 8 duos, il n'en restera que 2 pour la finale de la 7e édition du concours international de piano à 4 mains. Cette finale se déroulera ce samedi à l'Hôtel Hermitage sous forme d'un dîner de gala. Et pour terminer, retour sur la compagnie des ballets de Monte-Carlo qui proposait une soirée de gala à l'occasion des 20 ans de son partenariat avec le CFM. Nijinsky était à l'honneur. José Sacré vous en dit plus. Son Altesse Royale, la princesse Caroline de Hanovre, accueillie par Jean-Christophe Maillot, a assisté à la première représentation du spectacle en compagnie de Nijinsky donné à la salle Garnier avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada. Cette première représentation a célébré le 20e anniversaire du partenariat entre la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo et la banque CFM Indosuez Wealth Management. Ce soir, nous célébrons les 20 ans de partenariat entre CFM Indosuez Wealth Management et la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. C'est un partenariat historique, un partenariat de longue date, un partenariat au travers duquel nous nous engageons vis-à-vis de la communauté monégasque. Il faut se rappeler que CFM Indosuez est une banque partiellement détenue par les familles monégasques et donc nous avons toujours considéré que notre contribution à la vie culturelle de la principauté était primordiale et en même temps nous profitons de ces événements pour satisfaire notre clientèle qui est friande de ce type d'événement. C'est important qu'un organisme comme le CFN montre sa confiance à une compagnie de ballet et à son créateur. Bien sûr, évidemment qu'on n'est pas dans un système, je dirais, à l'américaine où toutes les structures culturelles ne fonctionnent que par le mécénat. Mais nous, on a la chance, évidemment, d'avoir le gouvernement princier qui nous soutient. Mais quand un partenaire extérieur manifeste le désir de s'associer à l'image que finalement représentent les ballets, alors là on rentre dans quelque chose qui est en plus très valorisant et puis qui nous permet indiscutablement de faire plus de choses qu'on ne le pourrait s'ils n'étaient pas nos partenaires. Donc il y a vraiment une histoire inscrite dans le temps avec les différents directeurs qui, je dois dire, j'ai toujours eu de la chance d'avoir des gens qui étaient réellement intéressés par ce qu'ils faisaient et dont on sentait que ça n'était pas juste l'envie d'associer l'image d'une banque, mais il y avait un côté passionné de la part des directeurs qui ont été, entre autres, Gilles Martinengo, avant Mathieu Ferragu. Et voilà, donc c'est une belle histoire. Nous avons donc rejoint notre invité du week-end. J'ai à mes côtés Laurent Anselmi, le tout nouveau conseiller de gouvernement ministre des Relations extérieures et de la coopération. Monsieur le conseiller, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Monaco Info. C'est avec grand plaisir. Alors nous allons évidemment évoquer la 36e session de la conférence ministérielle de la francophonie. Mais avant, j'aimerais plutôt faire un point sur votre prise de fonction récente qui date de lundi. Quels sont finalement les principaux axes de votre feuille de route aujourd'hui? Bien, donc comme vous le dites, j'ai pris mes fonctions tambour battant. Et avant toute chose, je voudrais vous dire que j'ai découvert une équipe totalement impliquée et totalement, je dirais, au fait et compétente dans ces domaines d'expertise. Et c'est très agréable, c'est très confortable dans le sens étymologique du mot, que ça conforte donc le membre du gouvernement qui est en charge de ce département dans son action. Et ça, c'était la première chose que je voulais dire. S'agissant de la politique étrangère de la principauté, comme vous le savez, elle est déterminée en fonction de la Constitution par le prince souverain, puisque c'est sa compétence. Et l'article 13 de la Constitution dit que le
le prince représente la principauté dans ses relations avec les puissances étrangères. Donc la mission du département, c'est la préparation et l'exécution de cette politique qui est déterminée par le prince souverain. C'est comme ça que je la conçois. Ça n'exclut pas, bien entendu, la proposition et la réflexion, mais c'est un département qui est dédié au service de la politique étrangère déterminée par le souverain. Donc ça, c'est le premier point. Je porte un attachement particulier au rayonnement de la principauté dans le monde, qui est le fait de l'État de Monaco, mais aussi peut-être d'autres intervenants qui concourent. Tous ces acteurs doivent être coordonnés. J'attache aussi une importance très particulière à l'action des ambassadeurs. Les ambassadeurs du prince sont les ambassadeurs du prince pour la raison que je viens de vous expliquer, mais je me suis immédiatement rapproché d'eux pour dire toute l'importance que j'attache à leur action, que ce soit des ambassadeurs à l'étranger, que ce soit des ambassadeurs non résidents mais qui vont à l'étranger, et également aussi des ambassadeurs auprès des organisations internationales. Donc tout ceci, c'est pour moi un ensemble qui doit être coordonné et axé dans le service de cette politique étrangère. Je vais porter aussi un regard particulier sur la coopération internationale, qui est un élément majeur de notre politique étrangère. Peut-être on pourrait dire son bras armé, mais son bras armé pacifique, bien entendu. Passons, comme je le disais en introduction, à la 36e session de la conférence ministérielle de la francophonie qui aura lieu au Grimaldi Forum la semaine prochaine. Une forte mobilisation attendue en principauté. Quels sont finalement les enjeux de cet événement ? C'est un événement majeur pour la politique étrangère de Monaco. C'est une reconnaissance du fait que la principauté, c'est une voix dans le monde. C'est la voix d'un État souverain, mais c'est aussi la voix d'un État de droit. Alors, bien entendu, Monaco est de longue date un pays impliqué dans cette identité francophone. Notre constitution, d'ailleurs, énonce effectivement que le français est la langue officielle de l'État. Donc ça, c'est un point acquis, mais je crois que c'est quand même le lieu de rappeler toutes les initiatives de la principauté dans le cadre de cette culture liée à la langue française. Je n'y reviendrai pas, mais c'est une évidence, encore faut-il la rappeler. La francophonie, ce n'est pas que cette langue et la culture française, c'est aussi une culture politique, au sens étymologique, c'est-à-dire une culture de la vie dans la cité, de la vie démocratique et de l'état de droit. Moi-même, j'y suis depuis longtemps, puisque je crois dès 2003, ça ne me rajeunit pas, je représentais la principauté à Brazzaville, dans un grand congrès de l'Organisation internationale de la francophonie sur les droits de l'homme, précisément, et qui avait débouché sur la création du réseau francophone des organismes en charge des droits de l'homme. J'ai par la suite aussi participé aux travaux de l'Association des cours constitutionnels de langue française, qui s'appelle l'ACPUF, et à la création de l'Association des hautes juridictions de cassation francophone. Donc c'est un univers qui m'est connu. Nous allons avoir un très grand nombre de ministres des Affaires étrangères ou de représentants des pays francophones, la quasi-totalité, je pense, et à côté des travaux qui vont être les nôtres, j'aurai aussi un nombre qui ne cesse d'augmenter de rencontres bilatérales avec des ministres des Affaires étrangères, et ça, bien évidemment, c'est aussi fructueux pour notre politique étrangère. Avec notamment un volet très important à cette conférence ministérielle de la francophonie, on a oublié de le dire, mais c'est important de le souligner, la cause environnementale est à l'honneur. La cause environnementale est effectivement à l'honneur, comme le soulignez, et les thématiques environnementales seront au cœur de nos discussions. Vous savez que c'est un élément essentiel et aussi un message, une parole que la principauté, évidemment par l'intermédiaire du prince souverain, porte dans le monde, dans les enceintes internationales, et d'ailleurs aussi par ses déplacements tant sur les sites polaires que dans les îlots des îles du Pacifique, ce qui a permis aussi de mettre le doigt sur l'évidence de la situation liée au changement climatique. Alors, je ne manquerai pas l'occasion de souligner que l'organisation de cet événement est totalement exemplaire
au regard de ces impératifs liés au développement durable, puisque tout a été fait pour limiter l'empreinte carbone, pour mettre en œuvre des moyens qui sont tout à fait satisfactoires par rapport aux objectifs du développement durable. Limitation de l'usage du papier, tout est fait en numérisation, en usage de clés USB. Enfin, tout ceci pour montrer aussi que le temps est certes à la réflexion, mais qu'il est aussi à l'action. Et nous voulons, par ce modus operandi, le montrer in concreto. C'est vrai, beaucoup d'actions, on peut le dire, ça va même au moindre détail, la gourde, plus de plastique. Et c'est l'hommage que je rends encore une fois à cette équipe d'avoir démontré et pensé, été très loin dans le détail. Eh bien, on vous souhaite une très belle conférence en tout cas. Merci beaucoup pour cet éclairage, monsieur le conseiller. Merci à vous et Merci. au plaisir de vous revoir. À très bientôt sur Monaco Info. Quant à nous, nous nous quittons sur la météo. Très bon week-end à tous. Le week-end qui nous attend sera particulièrement ensoleillé après une semaine chaotique. La journée de samedi s'accompagnera de températures de saison comprises entre 14 degrés le matin et 20 degrés au meilleur moment de la journée. Dimanche, journée très ensoleillée encore. Lundi, quelques rares nuages voileront le ciel. Mardi, début d'une nouvelle dégradation du temps qui sera instable tout au long de la journée. Mercredi, un temps couvert et même pluvieux dans l'après-midi. Alors que jeudi, le temps sera encore très nuageux mais sans pluie annoncée. Les températures chuteront, elles seront comprises entre 9 et 13 degrés.